c'est l'un des pires gourous de l'histoire des États-Unis et peut-être même aussi de l'histoire de l'humanité. Je parle bien sûr de Jim Jones, le fondateur et le leader du Temple du Peuple. C'est un homme qui, pétri de bonnes intentions au départ, va petit à petit basculer dans des abus en tout genre, que ce soit sur des adultes mais également sur des enfants. En plus, c'était un homme d'église qui n'a jamais trouvé chaussure à son pied et qui, un beau jour, a décidé de fonder son propre culte. Eh bien, rapprochez-vous mes Arapaima, je vais en effet vous raconter l'histoire d'un pasteur qui, au lieu de rester dans le droit chemin, va complètement dérailler. Alors bon, si l'histoire de Charles Manson, que je vous ai déjà raconté il y a quelques temps, vous a choqué, eh bien accrochez-vous, parce que ouais, là en fait je vais vous parler d'un homme qui a carrément dû quitter son pays, les États-Unis, qui est pourtant connu pour avoir pas mal de dérives, car il devenait vraiment trop problématique à cause de ses pratiques. Parce que Jim Jones s'est en effet exilé en Amérique du Sud et sous couvert d'une promesse d'un certain paradis pour ses adeptes, eh bien il va construire un gigantesque lieu qui ressemblera à l'enfer sur Terre. Sur place, il fera subir les pires atrocités à des gens qui lui faisaient confiance avant un bouquet final macabre. Mais alors, est-ce que dès son plus jeune âge, on pouvait voir les indices qui ont mené à ce destin de gourou? Eh bien justement, commençons par là. Alors bon, avant de parler de l'enfance de Jim Jones, il faut quand même que j'aborde un autre sujet sensible et c'est la revente de données personnelles. Parce que bon, vous le savez sans doute, mais depuis quelques années maintenant, elles peuvent se revendre à des prix d'or sur Internet. Par exemple, à travers des courtiers en données. Oui, c'est un métier qui existe. En fait, eux, ce sont des personnes qui pistent vos activités, notamment sur Internet, puis qui récupèrent vos habitudes d'achat et vos centres d'intérêt, et ils peuvent les récupérer soit quand il y a des fuites de données, soit en les achetant à des grandes boîtes comme par exemple Amazon ou même Nike. Alors après certes, vous pouvez partir à la chasse tout seul pour faire supprimer ces données, notamment avec la loi RGPD, vous pouvez aller directement demander la suppression de certaines informations, mais ça risque de vous prendre des dizaines ou même des centaines d'heures. Alors que clairement, avec un petit coup de pouce extérieur, c'est plus simple, c'est plus rapide, et c'est pour ça que j'ai peut-être la solution pour vous, et ça s'appelle Inconi, dont c'est justement la mission. Et eux, ils rentrent en contact avec ces fameux courtiers en données, et là, une fois le contact noué, Inconi va demander la suppression de vos données personnelles tout en rejetant les éventuelles objections. Et ensuite, ça sera renouvelé de façon automatique pour ne pas que vos informations soient revendues par la suite, quoi. Par exemple, vous n'avez pas envie, j'imagine, que votre adresse email ou même votre numéro de téléphone ou votre orientation sexuelle ou votre parcours pro se revendent. Inconi vous servira par exemple à éviter les simples spams comme les mails indésirables, mais il empêchera aussi que vous vous fassiez usurper votre identité si les dites données sont revendues. Surtout qu'en plus, avec le développement de l'IA, c'est quand même de plus en plus tendu. Mais histoire de ne pas être le seul à être protégé, eh bien Inconi propose un forfait familial qui permet d'ajouter jusqu'à 4 membres à votre abonnement. Et donc là, tout le monde peut en profiter en même temps. Et bien sûr, là, j'ai une offre très avantageuse pour vous parce que vous avez 60% de réduction sur l'abonnement annuel Inconi en passant par le lien en description ou avec le code poisson fécond que vous entrez. Bref, on n'est jamais trop prudent. Si ça vous branche, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, pour en revenir à notre mouton noir là, eh bien James Warren Jones, plus connu sous le nom de Jim Jones, il est né le 13 mai 1931 à Crête, dans l'Indiana. Alors son père a des origines irlandaises et galloises, alors que sa mère, elle prétend avoir des ancêtres Cherokee, même si elle pouvait pas le prouver, quoi. Le jeune Jim, là, il va pas grandir dans un cadre familial incroyable. En fait, son père, c'est un vétéran handicapé par la Première Guerre mondiale, et donc, ce qui fait qu'il est gravement malade à cause d'une attaque à l'arme chimique. Ça peut être dévastateur, ces machins-là. Et donc, à plusieurs reprises, sa famille a déménagé à cause de leur pauvreté extrême. Son père, il va multiplier les séjours à l'hosto, et sa mère, eh bien, elle va pas vraiment s'occuper de lui, quoi. Et là, ce qui fait que, le jeune garçon se retrouve rapidement à errer dans les rues, ou à passer ses longues journées seul, chez lui, complètement en roue libre, quoi. Après, heureusement, il y a quand même des habitants du patelin où il est qui s'occupent quand même un minimum de lui. Que ce soit en lui donnant de la bouffe ou des vêtements, parce que vraiment, la mère ne le gérait pas, quoi. Elle lui donnait rien du tout. Assez rapidement, Jim, il commence à se passionner pour la religion. Et du coup, il va souvent se balader avec une Bible sur lui. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'il se mette à prêcher dans la rue alors qu'il n'a que 10 balais. Là, on pourrait se dire, bon, ça y est, le petit, là, il est foutu, ça va être un délinquant, mais pas du tout, en fait. Il est quand même considéré comme un bon élève et il est très agréable avec ses profs. Il va souvent organiser des débats, notamment religieux. Mais en tout cas, Jim Jones n'est pas un ado comme les autres. En fait, il est toujours tiré à 4 épingles. Il ne fume pas, il ne boit pas, il fait pas de sport, c'est un peu un ovni. Et en plus, Jim, à cette époque-là, il y a un truc qu'il ne comprend pas du tout, c'est le racisme. Alors, un peu de contexte. Faut quand même se dire qu'à l'époque, au milieu des années 1940, les noirs et les blancs ne se mélangeaient pas vraiment. En tout cas, pour Jim Jones, à ce moment-là, c'est vraiment la scission totale avec sa famille parce que son père, lui, il faisait partie du Ku Klux Klan. Donc, vraiment des suprémacistes blancs qui étaient capables de faire des vraies folies quand il y avait un noir dans les parages. Et donc, c'est à cette époque que Jim a 14 piges et que ses parents divorcent. Là, il va s'installer avec sa mère à Richmond, toujours dans l'Indiana donc. Et il va y rencontrer là sa future femme, une certaine Marceline Mae Baldwin. Et en parallèle, avec le temps qui passe, la religion prend une place
place de plus en plus importante dans sa vie. Alors sans trop rentrer dans les détails, il va s'essayer à plusieurs cultes, comme le pentecôtisme, qui est un mouvement chrétien évangélique, ou encore même le mouvement méthodiste, qui là est un courant plus protestant, quoi. Et au sein d'ailleurs duquel il va devenir un pasteur. Là, alors qu'il est à la vingtaine, côté mariage, ça ne se passe pas spécialement bien. En fait, Jim n'a pas spécialement confiance en lui, ça peut vous paraître étonnant, mais oui, à cette époque, voilà. Et pour contrebalancer tout ça, il gaslight sa femme pour tester son amour et sa loyauté. L'une de ses choses préférées à Jim, c'est de dire à sa femme que l'un de ses amis proches, ou même un membre de sa famille est mort. Et là, ensuite, il va la réconforter jusqu'à ce qu'elle aille mieux, et à ce moment-là, il va lui avouer qu'en fait, tout ça était faux. C'était une petite blague, quoi. D'ailleurs, vous verrez plus tard que ce gaslight qu'il fait là, ça va prendre des proportions bien plus hardcore, mais pour plus tard. Bon, en tout cas, pour en revenir à la religion, on dit qu'une rencontre en 1953, alors que lui, il a 22 ans, a tout changé. Là, il aurait rencontré une femme qui lui a annoncé qu'il était une sorte de prophète et investi donc, naturellement, d'une mission. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à plusieurs instants, il a complètement désavoué la religion en s'en éloignant. À un moment, il y retournait quand même. C'était vraiment un peu les montagnes russes, quoi. Et puis un beau jour, là, ça y est, il est d'attaque et il décide de fonder son propre mouvement. Parce qu'en effet, à ce moment-là, Jim, qui était devenu pasteur, donc il n'arrive pas à trouver chaussure à son pied, la vision qu'on lui transmet de la religion, de Dieu et compagnie, il y a un truc qu'il chiffonne. Et notamment, il y a un truc sur lequel il n'est pas d'accord, c'est l'égalité entre les noirs et les blancs, que lui voudrait. Aussi un truc, c'est que lui, il kiffait pas tant que ça le capitalisme, et lui, il préférait un peu plus le communisme, donc tant dire que c'était vraiment pas fréquent, quoi. Bon, en tout cas, à ce moment-là, personne ne peut se douter un seul instant que le culte qu'il va créer va des années plus tard prendre des proportions catastrophiques. Jim Jones, âgé de 24 ans, il va vivre différents rebondissements liés à la religion. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû créer son culte. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il a été blacklisté par l'Église, à cause du fait qu'il prônait l'égalité entre les blancs et les noirs et une vision plus communiste de la vie. Bref, son mouvement, il le crée, ça s'appelle le Temple du Peuple, et il voit officiellement le jour à Indianapolis, et avec comme valeur principale l'intégrationnisme. En tout cas, dans un premier temps, il y a une majorité de personnes blanches, et ça, Jim Jones, ça le chiffonne. Il aimerait vraiment qu'il y ait des noirs qui rejoignent le groupe, quoi. Et justement, petit à petit, des personnes afro-américaines finissent par rejoindre les rangs. Et lui, il commence alors à se rapprocher de personnes locales qui vont lutter pour des droits civiques. Et petit à petit, là, avec du bouche à oreille, son culte commence à être de plus en plus mixte. Et là, en plus, Jim Jones met en place un système communiste. Les gens n'ont plus de biens matériels personnels, tout revient au temple. C'est quand même pratique. Et petit à petit, le mouvement commence à devenir gentiment une secte, on va dire. Il commence à y avoir aussi des personnes qui se mettent à quitter leur travail pour travailler à temps plein au temple du peuple. Travailler au sens bénévole du terme, parce qu'elles ne sont pas payées. Mais cela dit, elles sont nourries, logées et blanchies. Et d'ailleurs, cette absence de salaire va permettre au temple, et donc à Jim Jones, par ricochet, de commencer à s'en mettre plein les fouilles. Et côté famille, Jim Jones montre aussi l'exemple en public, façon de parler. Parce que s'il a des enfants biologiques avec sa femme, il va aussi en adopter. Et dans ces adoptions, on va trouver notamment un enfant noir, et ça, c'est une grande première dans tout l'état de l'Indiana, puisque ça n'était jamais arrivé. Qu'une famille blanche adopte un enfant noir, improbable, quoi. Bref, Jim Jones se donne un petit peu l'image du monsieur parfait, du progressiste, celui qui œuvre pour son prochain, même si, bien entendu, il a des grosses parts d'ombre. Parce que à ce moment-là, les gens ne le savent pas vraiment, mais Jim Jones est complètement accro au sexe. En fait, il multiplie les relations sexuelles, parfois même sous contrainte, et parfois un peu moins. Et surtout, il enchaîne les histoires extra-conjugales, parce que je rappelle, mais il est marié. Et donc, derrière l'image du père de famille parfait, c'est un sacré coureur de jupons, on va dire. Et en parallèle, Jim Jones est également accro à plusieurs drogues, ce qui est quand même assez drôle parce qu'il interdit formellement à ses adeptes de consommer de l'alcool, ou même des stupéfiants. Mais le pasteur a aussi recours à plusieurs types de médocs, par exemple des amphétamines d'un côté pour l'aider à se réveiller, à se booster, à accroître sa confiance en lui et sa prestance. Et de l'autre côté, il prend des barbituriques à la fin de la journée. Et là, pour l'aider à contrecarrer les effets des médicaments, pour l'aider à s'endormir. Et justement, avec le temps, ça aura des effets catastrophiques sur son corps et son esprit. Bon, en tout cas, le temps passe, mais Jim Jones, faut vous le dire, il est un peu frustré. En fait, il y a un truc qui le chiffonne, c'est que, à ses yeux, il n'y a pas assez de noirs au temple du peuple. Et donc, il va effectuer des sortes de missions, à Cuba entre autres, pour ramener du monde dans sa paroisse. Ce qui va fonctionner. Et puis finalement, l'année 1961 arrive, et là, Jim Jones, à 30 ans, il commence à se croire prophète. Et là, il va l'annoncer, des bombes atomiques vont frapper les villes de Chicago et Indianapolis. Et donc, il faut à tout prix que le temple du peuple quitte l'Est des États-Unis. Là, l'année suivante, direction la Californie, et plus précisément, une ville qui s'appelle Ukiah. Mais pour lui, l'idée, c'était de donner un nouvel élan à sa secte, qui à l'époque compte pas non plus beaucoup de gens. Il y a à peu près 150 fidèles, mais qui sont quand même
bien chaud patate, quoi. Ils le suivent partout. Là, l'installation se fait, des mois commencent à passer, et puis rapidement des années. Bon, le problème, c'est qu'avec le temps, à Ukiah, Jim Jones commence à éveiller les soupçons. Pas ses fidèles, hein, mais des gens extérieurs à la secte commencent à remarquer des trucs louches. Notamment, un signal d'alarme, ce sont des traces de blessures sur plusieurs enfants. Mais bon, après, honnêtement, il n'y a pas de vraie enquête ou quoi que ce soit qui serait menée par le FBI ou la CIA. Non. Aux yeux du FBI et de la CIA, c'est juste un mouvement religieux en plus. Mais comme il y en a plein aux États-Unis, hein, vraiment, il y en a partout, donc ils vont pas s'emmerder pour lui, quoi. Et là, bon bah du coup, le temps continue de passer, et dans la famille de Jim Jones, eh bien, en vrai, c'est le bordel. Ses enfants finissent par grandir, et il y a souvent des débats où il va y avoir des conflits entre les fils biologiques de James et ses fils adoptifs. Et puis, en parallèle, Jim Jones va finir par avoir un enfant hors mariage. Et d'ailleurs, il exclura la mère de cet enfant pendant beaucoup de mois pendant sa grossesse, avant d'accepter qu'elle revienne que lorsque le gamin sera né et qu'il sera petit. Et puis en vrai, le temps passe et ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'ils sont à Ukiah. Et avec le temps, ça a un petit peu empiré tout ça. Et les gens extérieurs à son mouvement, ils sont de plus en plus inquiets. Ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'il est en train de foutre. Surtout qu'en fait, le temple du peuple commence aussi à prendre de l'ampleur. Et à présent, il y a des centaines de personnes dedans. On approche même du millier de personnes. Pour se donner un nouveau souffle, ça y est, il est l'heure pour Jim Jones de s'installer à San Francisco. Et aussi à Los Angeles. Et là, avec ce nouveau déménagement, eh bien, il va entrer dans une nouvelle sphère. Avec bien entendu de nouvelles déviances au programme. Jim Jones a des nouvelles ambitions. En fait, à Los Angeles, le but ce serait de recruter le plus de personnes. Et à San Francisco, là, le but sera de se rapprocher du pouvoir politique pour commencer à peser un peu plus lourd dans la balance. Et figurez-vous que des deux côtés, ça va cartonner. Énormément de nouveaux adeptes vont rejoindre le temple du peuple depuis Los Angeles, et du côté de San Francisco, là, Jim Jones va commencer à s'installer en devenant par exemple président de la commission des logements de la ville. Jim va grandement contribuer à faire en sorte qu'un gars va devenir le maire de la ville. Alors après, on ne savait pas exactement comment ça s'est passé. Bon, en tout cas, à ce moment-là, le gourou va mettre un pied dans la cour des grands. Il va commencer déjà par être proche de plusieurs personnes haut placées et influentes, comme Jerry Brown, qui est gouverneur de Californie. Mais on peut aussi parler de Willie Brown, qui est un avocat qui va devenir plus tard le président de l'Assemblée de l'État de Californie. Lors d'un dîner, il aurait présenté Jim Jones de la sorte. Jim Jones est ce que vous devriez voir chaque jour lorsque vous vous regardez dans le miroir. Il est un mélange de Martin Luther King Jr., Angela Davis, Albert Einstein et Mao. Parmi ses sympathisants, il y a aussi Harvey Milk, qui lui est un homme politique et militant américain, notamment pour les droits des personnes homosexuelles. Et d'ailleurs, gardez bien en tête ce nom, Harvey Milk, car on va revenir sur lui plus tard. On pense que c'est un peu à ce moment-là, vous voyez, que Jim Jones va commencer à avoir une relation plus ou moins épistolaire, voilà, de temps en temps, avec une certaine Rosalind Carter, qui est la femme de Jimmy Carter, qui lui est le gouverneur de Géorgie, mais qui sera plus tard aussi le 39e président des États-Unis. Bref, Jim Jones a réussi quand même son pari politique. En fait, il commence à s'installer dans les hautes sphères californiennes, il fait beaucoup parler de lui, mais tout ça ne va pas retirer toute la poussière et d'autres trucs plus sales qu'il a sous les godasses. Parce qu'avec l'expansion du temple du peuple, il attire de plus en plus les regards, et notamment les regards un peu suspicieux, quoi. Par exemple, Jim Jones va être accusé de proxénétisme et de violence, notamment envers les enfants. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va y avoir les premières personnes, les premiers adeptes du temple du peuple qui vont commencer à se barrer. Et notamment, il y a un certain Timothy Stoen. Lui, on en reparlera après. Bon, à ce moment-là, le temple du peuple, il commence à rentrer dans le collimateur des hautes autorités, notamment le fisc américain ou même la CIA, qui les avait bien laissés tranquilles jusqu'ici. Et là, si vous dites le fisc, mais attends, le fisc de quoi? Faut savoir quand même que Jim Jones, il a quand même beaucoup de thunes. Il dispatche un peu, voilà, pour que tout le monde soit au même niveau. Il garde évidemment l'essentiel du butin, ce qui est quand même pratique pour devenir riche. Et là, il commence vraiment à comprendre que ça devient la merde. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à créer une sorte de cellule au sein de sa secte où il va mettre que les gens les plus dévoués. Et d'ailleurs, pour savoir si c'était des vrais, bien certaines sources parlent d'une espèce de test grandeur nature où Jim Jones aurait servi du vin à ses hommes de confiance, avant de finalement leur dire qu'il était empoisonné, dans le but de voir leur réaction. Bien sûr, le vin était tout à fait normal, mais c'était juste pour tester leur loyauté. Et manifestement, ça avait marché puisque personne n'était perturbé par ce simulacre. Bref, pour Jim Jones, il n'y a qu'une évidence, il faut quitter les États-Unis. En tout premier, ils se disent, on va pas partir loin, on va aller dans le nord, dans le Canada. Et puis à un moment, ils vont se dire, non, pas le Canada, plutôt les Caraïbes. Sauf que, un peu plus tôt dans sa vie, j'en ai pas parlé, mais Jim Jones avait visité un autre pays d'Amérique du Sud. En fait, là-bas, c'était une ancienne colonie britannique où tout le monde parle anglais et où la population est globalement socialiste et noire. Et là, pour lui, ça va cocher toutes les cases sur la liste. Et finalement, c'est donc le Guyana qui est choisi. Jim Jones, il a choisi ça pour des questions d'économie et aussi des traités d'extradition avec les États-Unis. En tout cas, là, on est en 1974 et Jim Jones, il a 43 ans. Et là, du coup, le temple du peuple, après avoir convaincu certaines autorités locales, va débarquer sur place. Et Jim Jones va récupérer 1500 hectares de terre dans la jungle. 240
40 km à l'ouest de Georgetown, qui est la capitale. Et là, sans surprise, c'est quand même plutôt paumé, ça a un sol peu fertile et la première étendue d'eau potable est à plus de 10 km. Donc pas simple quoi, c'est du challenge. Mais bon, bien entendu, Jim Jones, il s'en bat les couilles, lui l'agriculteur, il en a rien à foutre. Là, en tout cas, on estime que Jim Jones arrive sur place avec environ 500 membres du Temple du Peuple. Et rapidement, il commence la construction d'un village baptisé modestement Jonestown. C'est à cette époque que certains membres, les pionniers, ont commencé la construction de l'église, avant de s'attaquer au premier bâtiment de ce qui allait devenir plus tard Jonestown. Alors, Jim Jones a obtenu beaucoup de choses légalement, que ce soit des terres, des permis de construire ou même d'autres choses. Mais il y a aussi un peu l'autre côté. En fait, il use et il abuse des pots de vin sur les autorités locales pour faire venir des armes et des drogues, voilà. Mais surtout, il fait devenir de plus en plus de personnes qui viennent des États-Unis, donc qui vont migrer jusqu'à Jonestown. Et bon, bref, la construction du petit paradis de Jones avance bon train. Et là, pour lui, le but, c'est d'en faire un idéal socialiste, économique, mais aussi racial. Bref, ce serait l'endroit rêvé pour l'égalité des chances, l'égalité des humains. Sauf que, c'est quand même assez éloigné de la réalité pour les adeptes. En fait, certains se sont retrouvés parachutés dans un climat hostile, chaud, humide, qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Et leurs installations, c'est vraiment pas le confort qu'ils ont connu aux States. Et d'ailleurs, pour que ça avance vite, les heures de travail ne sont pas comptées, le climat tropical est affreux. Et finalement, la majorité des adeptes et des fidèles vont rapidement regretter d'être venus là. Au début, j'ai été affecté à un baraquement, avec peut-être une vingtaine d'autres types, et on dormait dans des lits superposés. Heureusement, ensuite, j'ai pu partager un loft avec un autre gars. La journée, j'étais affecté à l'équipe qui travaillait dans les vergers. On bossait vraiment très dur dans les champs, du lever du soleil jusqu'au crépuscule, de 6h du matin à plus de 18h, un truc comme ça. Concrètement, ça ressemble pas trop à l'Eldorado social dont il avait vanté les mérites. Et surtout, Jim Jones fait absolument tout pour garder le contrôle total. Et pour garder le contrôle total, il a plusieurs cordes à son arc. Nous abordons notre deuxième secret là. Car là, gardez quand même bien en tête qu'on parle d'un gourou depuis le début, et pas d'un simple révérend comme il aime bien se présenter. Déjà, dans un premier temps, Jim Jones installe un climat de paranoïa, histoire d'être vraiment le seul phare à Jonestown, celui sur qui on peut et sur qui on doit se reposer. Typiquement, il va confisquer les passeports des adeptes, et du coup, sans le passeport, ils ne peuvent plus quitter le pays. Et quand ça ne suffit pas, Jim Jones va aussi infliger des punitions corporelles. Parfois, ce sera un peu de la torture ou de l'esclavagisme. En parallèle, il crée aussi une sorte de brigade pour punir tous les gens qui vont sortir du droit chemin. Il suffit que vous vous mettiez à critiquer ou à dire que vous voulez partir et vous êtes torturé quoi. En tout cas, selon plusieurs experts, le régime qu'il met en place est un système qui était équivalent à celui de Kim Il-sung, qui était à ce moment-là le leader et le dictateur de la Corée du Nord, ou encore à Mao qui était le dirigeant de la Chine communiste. Bon, en tout cas, à ce moment-là, les conditions à Jonestown ne sont pas folles et néanmoins, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que si vous pensez que le petit châtiment corporel et puis la confiscation de passeports, c'était pas fou, eh bien en réalité, les choses vont rapidement prendre des proportions bien plus graves. Maintenant que Jim Jones est tout seul dans la jungle et en roue libre. Plus le temps passe et plus les adeptes comprennent que ce n'est pas le paradis espéré, ce Jonestown. L'idéal communiste et socialiste n'a pas été atteint, ça c'est clair. D'ailleurs, il y a certains experts plus tard qui iront jusqu'à dire, sans exagérer, que Jonestown se transformait de plus en plus en un camp de concentration. Là, Jim Jones régnait sans partage, en ayant un contrôle et un ascendant absolu. Sur place, c'est pas rare que les enfants soient séparés de leurs parents pour être élevés par la communauté, le but étant bien sûr là, par ricochet, que tout le monde écoute Jim Jones plutôt que les parents biologiques. Et nous, comme on l'a déjà vu, le gourou a aussi un énorme penchant pour le sexe et la violence en général. Les châtiments corporels sont devenus de plus en plus sévères au fil du temps. Ça a commencé par des coups pour en arriver au genre de traitement qu'on inflige à des esclaves. C'était d'une cruauté inimaginable et les punitions les plus horribles qu'on puisse infliger à un être humain. On pourrait aussi se poser la question suivante. Que se passe-t-il si certains adeptes refusent de se plier à ces ordres et tentent de se rebeller? Eh bien à ce moment-là, Jim Jones a une solution, notamment ce serait de leur injecter de la thorazine. C'est considéré comme parmi les premiers médicaments antipsychotiques et surtout ça a aussi un gros effet sédatif vu que les doses administrées sont quand même très fortes. Et en même temps du coup ils les mettent dans un endroit dans Jonestown bien isolé en les droguant en permanence pour bien leur faire comprendre que personne va se barrer de là. Mais comme Jim Jones fait bien les choses, il se met aussi à contrôler toute l'information et donc il empêche les gens d'avoir accès à la presse ou même à la télévision. Et ainsi ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Bref, finalement, il est en train de recréer une sorte de petite Corée du Nord, quoi. Jim Jones propage alors littéralement des fake news à ses fidèles en modélant la réalité comme il a envie, histoire de bien les manipuler jusqu'au bout. Et si vous pensez que c'était un peu hardcore comme mode de vie et comme programme, bien accrochez-vous parce qu'on va aller plus loin. Où il va y avoir entre autres des simulations grandeur nature de suicide collectif.
Un jour, alors qu'on venait de terminer de dîner, il nous a demandé si on avait apprécié notre repas. On a répondu que oui et il a dit que c'était une bonne chose parce que c'était le dernier. Il nous a dit qu'on allait tous mourir ensemble, puis il a éclaté de rire. Il nous a dit qu'il plaisantait et qu'il voulait juste voir qui parmi nous était vraiment loyaux et dévoués à la cause. Alors faut dire quand même que depuis un certain temps, c'est pas foufou, mais Jim Jones habitue ses fidèles à des faux suicides, en forçant par exemple les gens à prendre des produits qui sont censés les tuer. Les gens boivent, mais ils ne meurent pas parce qu'en fait du coup c'était une blague. Enfin une blague, il n'y avait rien dedans en tout cas. Ce petit jeu-là complètement morbide, ça va se répéter encore et encore. Et tout ça dans un rituel qu'il appelle la nuit blanche. Sur place, c'est de plus en plus un cauchemar, et là ça va vraiment alerter les États-Unis. Parce que bon, quand Jim Jones s'était barré, parce que ça sentait le roussi aux États-Unis, il avait pas mal de détracteurs. Et maintenant à ce moment-là, alors qu'il est loin des États-Unis, dans l'hémisphère sud, eh bien il y a des gens qui sont restés aux États-Unis qui commencent vraiment à se poser des questions sur le temple du peuple. Mais en parallèle, des gens aux États-Unis sont toujours archi fans de lui, et notamment l'un d'eux, Harvey Milk. Pour rappel, Harvey, lui, c'était un homme politique qui défendait farouchement les droits des homosexuels. Et en tout cas, au début de l'année 78, eh bien, il envoie une lettre au président Carter. Et en tout cas, dans cette lettre, il insiste sur le fait que Jim Jones est un homme de la plus haute moralité, qui a entrepris des remèdes constructifs aux problèmes sociaux. D'ailleurs, remèdes dont la portée et l'efficacité ont été stupéfiantes. Il insiste aussi dans cette lettre que Jim Jones a une excellente réputation auprès des responsables religieux, syndicaux et civiques d'un large éventail de convictions politiques. En gros, globalement, il dit au président Carter que les gens qui le dénigrent devraient arrêter maintenant. Et ça entache la réputation avec le Guyana. Alors vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais parlé d'un certain Timothy Stoen. C'était un membre du Temple du Peuple qui s'était barré parce que il en avait marre et que ça allait trop loin. Eh bien lui, il est devenu vraiment très contre le Temple du Peuple et il faisait tout depuis les États-Unis pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Et la raison principale de pourquoi il est aussi remonté et véhément envers Jim Jones, c'est parce que son fils, John Victor, il est toujours piégé au Guyana. Alors normalement ce gamin est censé être le fils de Timothy, sauf que Jim Jones, comme il a couché aussi avec sa femme, ça floute un peu l'ensemble, on sait pas qui est à qui quoi. Et en plus, pour rajouter une couche à toute cette complexité, il se trouve que la femme, elle a également quitté le Temple du Peuple. C'est l'une des rares à avoir réussi à se barrer. Mais en tout cas, en se barrant, elle a laissé son gosse sur place, tout seul. Suite à tout ça, Timothy Stoen, il a créé un mouvement avec des gens qui avaient des membres de leur famille qui étaient encore dans la secte. Il a aussi envoyé plein de lettres au Congrès américain pour tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, tout le monde s'en foutait jusqu'à un moment où la curiosité d'un homme a été piquée. C'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé de passer à la vitesse supérieure et de se pencher beaucoup plus sérieusement sur cette petite secte qui commençait à prendre des proportions de plus en plus inquiétantes. Mais néanmoins, sachez que personne ne pouvait se douter à un seul instant que l'arrivée de quelques Américains sur place à Johnstown pour mener leur enquête allait mener à une tragédie. Le temps passe et Jim Jones continue son petit paradis à Johnstown. Mais un Américain avec quelques hommes à lui va venir sur place pour faire son enquête et ce gars-là, il s'appelle Leo Ryan. Leo Ryan, c'est un représentant de la Californie au Congrès. Mais aussi, il a un lien indirect avec le Temple du Peuple. En fait, c'était un ami d'un ancien membre de la secte, mais qui a été retrouvé mort sur une voie ferrée, quelques jours après avoir parlé de la quitter. Donc, un peu bizarre tout ça. Et aussi, et en parallèle, en fait, il a rejoint Timothy Stoen dans son combat pour essayer d'arracher les enfants des mains de Jim Jones. Et pour Leo Ryan, il n'y a qu'un seul moyen d'être fixé, aller sur place. Sauf que, selon la presse locale, en fait, quelqu'un lui mettrait des bâtons dans les roues pour ne pas découvrir ce qui se passe là-bas. On lui dirait qu'il y aurait des conflits juridiques avec le Guyana, faudrait pas qu'il vienne et tout. Mais lui, il s'en fout, il insiste, et il va même monter une petite délégation pour aller sur place. Finalement, Leo Ryan va sur place, au Guyana, avec des journalistes, d'autres fonctionnaires, mais aussi des civils, dont des proches qui font partie du Temple du Peuple. Et là, en novembre 1978, tout son groupe arrive enfin à Georgetown, qui est donc la capitale du Guyana. Et là, quelques jours plus tard, après plusieurs échanges, ils ont l'autorisation d'aller à Johnstown. Alors ce groupe, pour vous dire, il est composé de Leo Ryan, son assistante, un mec de l'ambassade des États-Unis, un fonctionnaire du ministère guyanais, mais aussi 9 journalistes et puis 4 représentants des familles. Et leur groupe est super bien accueilli. Sauf que rapidement, ils sentent qu'il y a des trucs un peu louches, notamment des membres de la secte qui tentent d'entrer en contact avec eux, en leur demandant de l'aide pour partir d'ici. Bon, en fait, sans surprise, là, Leo Ryan, il a vu juste. C'est vraiment dangereux. À Johnstown, il se passe quelque chose de sombre. Et d'ailleurs, il ne sait pas combien il y a de personnes qui sont retenues contre leur volonté. Bref, Leo Ryan et son groupe passent la journée sur place, mais ils ne vont pas passer la nuit à Johnstown. Ils se barrent et le lendemain, ils y reviennent. Et Leo Ryan rencontre encore des familles qui lui disent discrètement qu'ils veulent quitter les lieux. Alors, accessoirement, il échappe aussi à une attaque au couteau. Ce qui fait que là, les choses vont s'envenimer, mais Leo Ryan ne va pas s'avouer vaincu. Et le soir, quand il s'apprête à quitter Johnstown, eh bien, il dit qu'il reviendra le lendemain pour terminer le travail. Et alors là, alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, il y a une fusillade qui éclate à l'aérodrome. À ce moment-là,
ça se bat en sucette et Leo Ryan est criblé d'une vingtaine de balles. 3 journalistes vont également perdre la vie, tout comme un membre du temple qui voulait s'échapper, et il y a près d'une dizaine de blessés. De son côté, l'avion réussit quand même in extremis à quitter les lieux. Et là, l'ambassadeur américain de l'époque sera mis au courant peu de temps après. Et bon, à partir de là, vous en doutez un peu, mais c'est le bordel à Johnstown. Parce qu'on réalise bien que Jim Jones vient purement et simplement de tuer un représentant du gouvernement américain, ainsi que des journalistes. À partir de là, c'est clair, il a franchi le pas de trop, et il sait que d'un moment à l'autre, l'armée américaine va rappliquer sur place. Et que à partir de là, il n'en réchappera pas. À partir de là, le gros est allé à un point de non-retour, et il sait qu'il est à présent l'heure de passer à la dernière étape de son plan macabre. Vous vous souvenez quand Jim Jones, il faisait des petites répétitions grandeur nature de suicide collectif, juste pour plaisanter? Eh bien cette fois-ci, il n'y aura plus de répétitions. Là, les infirmières de Johnstown commencent à préparer une sorte de potion à base de limonade et de cyanure de potassium. Pendant ce temps-là, Jim Jones, lui, commence un énième discours en disant à ses fidèles que ça y est, c'est l'heure de l'action révolutionnaire. Et il ordonne alors aux parents d'empoisonner leurs enfants avant de s'empoisonner eux-mêmes. Bien évidemment, au début, tout le monde pense à une énième édition de son spectacle macabre. Alors du coup, les gens donnent le poison à leurs enfants et le boivent eux-mêmes, comme ils l'ont fait bien avant. Sauf que cette fois-ci, il va se passer quelque chose de différent, puisque quelques minutes après avoir bu la mixture, les premiers enfants vont commencer à avoir des convulsions, les yeux exorbités et de l'écume qui va sortir de leur bouche. À ce moment-là, tout le monde comprend que c'est bien réel. Là, il va y avoir alors des pleurs, des hurlements qui vont débuter, sauf qu'il n'y a plus aucune marche arrière qui est possible. Et Jim Jones va veiller à ce que tout le monde suive ses ordres, sachant qu'il y a à peu près 1000 personnes qui sont sur place. Et la majorité des gens vont exécuter ses ordres et s'empoisonner, mais certains vont refuser et vont tenter de s'échapper, sauf qu'ils vont être attrapés et tués. Néanmoins, il y a quand même quelques rares individus qui vont passer entre les mailles du filet et qui vont fuir Johnstown pour aller prévenir de ce qui se passe. Pendant ce temps-là, sur place, les femmes, les enfants et puis les hommes tombent les uns après les autres et les corps commencent alors à joncher le sol, partout, par centaines. Et de son côté, Jim Jones, une fois qu'il a vu toutes ces personnes tomber, il a pris un flingue et il s'est tiré directement une balle dans la tête. Ce n'est que le lendemain matin que l'armée guyanaise arrivera à traverser la jungle pour rejoindre Johnstown. Et sur place, ils vont découvrir un spectacle effroyable, près de 909 cadavres, et tout ça dans une ambiance et un silence glaçant. J'ai regardé atterrir le dernier hélicoptère ayant quitté Johnstown. De jeunes soldats américains extrêmement fatigués et stressés ont commencé à décharger. Les mouvements répétitifs de ces hommes et femmes, alors qu'ils transféraient les sacs mortuaires dans un camion voisin, étaient semblables à ceux d'un robot, et leurs visages masqués étaient dépourvus de toute émotion. Leurs uniformes étaient imbibés de fluide corporel, de sueur et de taches qu'ils ne pouvaient même pas récupérer. Et à plusieurs milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, Jimmy Carter, le président des États-Unis, donc, apprend la nouvelle. Et pour lui, c'est très dur à encaisser puisqu'il sait qu'il avait reçu beaucoup d'avertissements en fait des agissements de Jim Jones, mais il n'avait rien fait. Et suite à cette horreur, et sans surprise, le Temple du Peuple va être rapidement dissous par la Cour supérieure de San Francisco. Sauf que ça ne sonnera pas sa fin pour autant. Rapidement, là, les autorités vont découvrir qu'il y a des millions, voire des dizaines de millions de dollars stockés à droite à gauche dans des comptes plus ou moins cachés, au Guyana ou même au Panama. Là, tout cet argent sera bien évidemment saisi et servira entre autres à rapatrier les centaines de corps des victimes, mais aussi à payer divers dédommagements. Mais alors, est-ce que cette horreur, est-ce que ce suicide collectif va sonner la fin des affaires du Temple du Peuple? Eh bien pas du tout. En fait, quelques mois plus tard, un certain Mike Prox, qui est responsable des relations publiques de la secte, va organiser une sorte de conférence de presse dans une chambre d'hôtel. Sauf qu'à un moment, il va s'éclipser dans la salle de bain, en pleine conférence, et il va se tirer une balle. En plus de ça, le Temple du Peuple laissera d'autres morts dans son sillage. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis en Guyana va tuer sa femme, qui était une ancienne fidèle de Jim Jones, puis il tuera aussi son fils avant lui-même de se suicider. En tout cas, au fil des mois suivants, d'autres personnes vont encore se suicider, voire vont blesser et tuer d'autres personnes autour d'eux, des gens qui faisaient partie de la secte. Pour terminer, sachez que Jim Jones a aussi légué une autre chose au grand public, en fait sa death tape. En effet, une fois qu'il a compris que c'était foutu, une fois qu'il avait tué les journalistes, juste avant que l'armée rapplique, il savait qu'il devait organiser le suicide de masse en 4e vitesse et en convainquant bien évidemment ses fidèles de le suivre dans sa folie. Il pouvait pas le faire tout seul. Et figurez-vous que tout ça a été enregistré. Et là, quand je dis enregistré, c'est quand même un audio qui dure à peu près 3/4 d'heure. Alors au tout début, ça a été conservé dans les archives du FBI très secrètement, sauf que petit à petit, ça a fini par fuiter et s'échapper pour se retrouver sur Internet, que ce soit au format audio ou même retranscrit. Alors dans cet enregistrement, on entend par exemple Jim Jones qui dit à ses fidèles qu'il est trop tard pour fuir, que globalement, il est trop tard
prépare pour tout, que ce qu'il s'apprête à faire n'a jamais été fait auparavant, et que la mort qui les attend est 1 million de fois préférable à 10 jours de plus dans cette vie. Il ne faut pas d'ailleurs que le chagrin les gagne, et d'ailleurs il est très heureux que tout ça se termine. Il insiste aussi sur le fait qu'ils seront bientôt tous libérés de la douleur, et qu'il ne veut que la paix. En plus de ça, le tout est entrecoupé de musique et de pleurs. L'audio est franchement glaçant. Et cet audio, c'est l'une des toutes dernières choses qu'il a dû prononcer, parce que quelques dizaines de minutes après, on sait qu'il est passé à l'action et qu'il a commencé à empoisonner tout le monde. Eh bien voilà, si l'histoire de Jim Jones vous a intéressé, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder l'iceberg sur les sectes les plus malsaines que j'ai fait sur ma chaîne Conte Fécond, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et où on voit justement cette secte-là, ainsi que beaucoup d'autres, et sachant que du coup ce n'était pas la pire qu'on a pu voir dedans, donc on a pu descendre encore plus bas et encore plus sombre. On connaît un petit peu tous le massacre de Johnstown, sauf que rarement on sait ce qui s'est passé vraiment dans les détails, toute la folie du personnage et à quel point du coup il a pu complètement vriller. Merci en tout cas de continuer à regarder les vidéos, on se retrouve prochainement pour le portrait d'une autre personne qui aura marqué l'humanité. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.